Le Saint-Laurent. Ce grand fleuve d'Atlantique est reconnu depuis longtemps pour la richesse et l'abondance de ses ressources. Il fut découvert par des pêcheurs basques, bretons et normands bien avant l'arrivée de Jacques Cartier en 1534. Son histoire repose sur la pêche et la vie côtière et insulaire d'aujourd'hui bat toujours au rythme des marées et des saisons. Les gens d'ici l'appellent mer et l'on dit que ses habitants ont de l'eau salée dans les veines. Les pêcheurs d'aujourd'hui ne sont pas les vestiges d'une certaine culture. Ils sont la mémoire et l'origine d'un peuple. Et le Saint-Laurent fut une mer d'accueil pour les bâtisseurs du Nouveau Monde. L'un des plus grands fleuves du monde a nourri le Québec et les Maritimes pendant des générations. Mais aujourd'hui, l'avenir des pêches et ses traditions demeure incertain. La pêche a défini l'identité des marins et des pêcheurs de ce pays. Pendant longtemps, le développement des communautés riveraines s'est érigé principalement sur l'exploitation des stocks d'une seule espèce de poisson, la morue, surnommée autrefois l'or blanc des mers. Tout le monde s'est mis au monde, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, partout au Nouveau-Brunswick, puis en Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, avec la morue. Parle à n'importe qui pêche aujourd'hui, dans n'importe quelle espèce, par où qu'ils ont commencé à pêcher. C'est la morue. Ça faisait vivre tout le monde, la morue. Tout le monde a la morue. C'est là que le monde est né. À partir des années 78-80, jusqu'à 90, là, il y avait la morue là, et on pouvait mettre 20-25 000 livres sur le port du bateau là, tous les jours, si on voulait. À partir de 86, avec le nouveau bateau, on a eu des éviscéreuses. Au lieu de prendre 25 000, on en prenait 50 000 livres par jour. Ça fait que on s'est fait dompter encore pas mal là. Il y a eu des surpêches, il y a eu des changements climatiques, il y a eu la protection des loups marins. Tout ça ensemble, ça a fait qu'on a brûlé la ressource. La pression de la pêche n'a laissé aucune chance à la ressource. En 1992, devant l'effondrement des stocks, le gouvernement canadien décide d'intervenir. I've decided that effective at midnight tonight, there will be a moratorium on harvesting of northern cod until the spring of 1994. 6 generations down the line passed down, and he's done nothing but S-H-I-T to his... The fish from the goddamn water. But who took it? You and your goddamn people took it! La tension monte. Les pêcheurs blâment les scientifiques du gouvernement qui ont surévalué la ressource. Le moratoire jette à la rue des dizaines de milliers de travailleurs qui dépendent de la pêche. L'année suivante, le moratoire est étendu à l'ensemble du golfe du Saint-Laurent. Terre-Neuve a eu 30 000 pêcheurs sur le dos. 30 000 personnes, pas être des pêcheurs, des travailleurs d'usine. Puis ici, c'était peut-être, je sais pas combien de mille de personnes assises sur le derrière, là. Clock fini. Moi, j'ai été 1 an et demi, 2 ans assis sur le patio, aussi à Boyer. Sur 60 pêcheurs de poissons de fond qui ont été en 92, il nous en reste 12. 23 ans qu'on se mange les doigts, me dire qu'on trouve ça dur, tout le monde trouve ça dur. Les stocks n'ont jamais récupéré et la morue de l'Atlantique figure aujourd'hui sur la liste des espèces en voie de disparition. Aux îles de la Madeleine, la pêche constitue le fondement de la communauté. Là aussi, les effets du moratoire sont encore bien présents. Denis Longuépée est pêcheur de homard. Ghislain Cyr pêche encore le poisson et Denis Éloquin vit maintenant de la pêche au crabe. Il ne reste plus beaucoup de pêcheurs de poissons aux îles de la Madeleine. La pêche au homard et le tourisme sont les nouveaux moteurs de l'économie.
Ghislain Cyr, lui, s'accroche. Aussitôt que j'étais capable d'embarquer dans une paire de bottes de robot, je pense que j'ai pêché. Ça a commencé sur le quai, dans la baie chez nous, on pêchait, on s'amusait au maquereau, aux canottes, puis on pêchait au mort de l'été, off-road, mais on se nourrissait sur le bord de la côte. Avait plus, comme je disais, avait plus de chances de me crocheter les pieds sur le terrain chez nous que sur l'eau. Ça, c'est deux pareils. Deux pareils. Moi, je suis de l'autre génération. Les pêcheurs d'ici reconnaissent aussi leurs erreurs du passé. À cette époque, on ne se souciait guère des effets d'une surpêche sur la ressource que l'on croyait presque inépuisable. Le hareng, une espèce abondante qui se reproduisait ici au printemps, a été surpêché. Il servait entre autres d'appât pour la pêche au homard, ce que les gens d'ici appellent la bouette. Rentrer avec des pleins bateaux de poissons, ça n'a jamais été pire. On le sait aujourd'hui. On n'a pas besoin aujourd'hui de faire une pêche miraculeuse comme il y avait avant. Avant, il fallait vider la mer puis rentrer avec un plein bateau pour pouvoir avoir un revenu. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu peux tout simplement ramener un peu de poissons qui vaut beaucoup plus cher, puis tu n'as pas besoin, avec des quotas bien structurés, tu peux pêcher plus longtemps et avoir plus d'argent. Parce qu'il arrivait avant, il y avait un quota global, puis tout le monde, c'était la folie. Tout le monde voulait en pêcher le plus vite, le plus possible, au détriment d'apporter du poisson pour une usine, puis si tu en perdais, c'est pas grave. On tourne charger le bateau. Ça amenait... C'est comme tu disais dans le hareng. Le hareng, on l'a détruit par notre faute parce que on n'était pas payé pour. Il fallait remplir les bateaux bien pleins pour avoir un petit peu d'argent. Et là, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Les prix ont monté en flèche. Le hareng qu'on payait à 6 cents la livre, aujourd'hui, tu payes jusqu'à 70 cents. Ben, t'as pas besoin d'autant de poissons. 20 ans passés, t'allais à la pêche, tu pourrais faire des erreurs, ça coûte rien. Aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Tu vas à la pêche aujourd'hui, tu prends du fioul, la boîte, tes hommes. Un voyage de pêche va te coûter 20 000 en partant du quai. Qui c'est qui valait pas 20 000, plus 20 000, plus 20 000? On parle de surpêche, mais la surpêche, pêche océan a fait que c'est eux autres qui ont subventionné des engins de pêche pour prendre des quantités de poissons, avec zéro sélectivité. Il y a eu des erreurs, ça c'est correct. Mais il y avait aussi beaucoup de pêcheurs. Les pêcheurs, ils ont beaucoup diminué. Si tu prends les chalutiers aujourd'hui, aux îles de la Madeleine, il y avait peut-être bien eu 25, 30, 40 chalutiers. Aujourd'hui, il y aurait 5 ou 6. Mais il n'y a rien de plus prudent présentement que les pêcheurs. On a fait des erreurs, mais les pêcheurs aujourd'hui sont consciencieux que ce que c'est qui vont à chaque jour pêcher, c'est leur fruit de leur gang, puis ils ont besoin de ça pour vivre. Des communautés comme les îles de la Madeleine, puis les petites communautés côtières de l'Est du Canada, là, bien, des communautés en santé, c'est ce que c'est qu'on vit de quoi? On vit de la mer. Les leçons du passé ont inspiré un changement de mentalité profond chez les pêcheurs. Aujourd'hui, l'industrie de la pêche au homard s'est mobilisée et elle a mis en œuvre des mesures de conservation efficaces qui protègent la ressource. Chaque printemps, l'effervescence et la passion renaissent sur les quais. Les 325 bateaux transportant environ 850 pêcheurs et aides-pêcheurs sont sur le point de prendre la mer, comme le veut la longue tradition locale. Claude Nadeau a pêché toute sa vie, comme son père et son grand-père. Aujourd'hui, il passe le flambeau à son fils Martin, qui en sera à sa première année comme capitaine. Ça, c'est de la plie. On met ça pour apporter le monde. Ici, c'est du maquereau. Puis vu que les cages vont être 2 jours à l'eau, on va y en mettre beaucoup. Ça dure au moins les 2 jours qui vont être à l'eau. J'ai commencé avec mon père. Puis, cette année, c'est ma première année en tant que capitaine. La plie est pêchée aux îles en partie, mais pas en totalité. Puis c'est vraiment cher du panier. Ils vendent ça environ 200 $ du panier. Puis ça en prend environ un gros panier par jour. Le maquereau, à cette heure, on le prend plus beaucoup.
il est plus pêché beaucoup aux îles. Il n'y en a plus qui viennent sur le bord des côtes des îles. Ça fait qu'on est prêt à l'acheter. C'est des compagnies japonaises, c'est du maquereau du Japon ou du maquereau de Terre-Neuve. C'est pêché, puis c'est vendu ici très cher. On paye quasiment 1,5 $ la livre pour du maquereau. Dans le temps de mon père, on pêchait beaucoup l'hareng. Puis l'automne, on pêchait le maquereau. On se remettait à geler l'automne pour en avoir le printemps. Puis à ce temps, il n'y en a plus. On ne peut plus reprendre. S'il faut reprendre, il faut aller au bateau jusqu'à Chétican, les places de Mérine, en Gaspésie. Ici, il n'y a plus sur le bord des côtes des îles. Ça fait des grosses dépenses, ça fait loin pour aller. Dans le temps de mon père, un mois avant la pêche au monde, c'était à Warren. Je pêchais à ça, après ça, c'était à l'Aumont. Après ça, quand l'Aumont finissait, on avait le flétan. On pouvait pêcher à bout l'été le flétan. Puis ensuite, on pêchait du maquereau. On en retournait à Warren encore. Les maquereaux puis l'hareng, il y en avait beaucoup. On pouvait sortir le matin et prendre 10 000 livres de maquereaux juste en sortant. Le flétan à cette heure, c'est même pas une journée par année, c'est une dizaine d'heures par année. Aujourd'hui, avec le prix du homard, c'est pas facile. Avec tous les coûts des autres opérations qui montent. Le fioul monte, les appâts montent. Mais le homard, lui, il veut pas être à bon prix. Le maquereau, si abondant ici il y a quelques années, est maintenant importé du Japon et on le paie près de 2,50 $ le kilo. À ce temps, avec les équipements qu'il y a, il n'y a pas de misère à être mieux que nous autres. Parce que nous autres, on a déjà pêché, avec le juste le compas, puis la petite saudeuse noir et blanc. Puis prendre des remarques sur la terre. L'église, puis les maisons. L'avenir de la pêche aux îles ne repose désormais plus que sur une espèce principale, le homard. C'est le grand jour. La météo est favorable et les pêcheurs attendent patiemment le signal pyrotechnique qui lancera la saison de pêche au homard. La fusée est lancée. Les homardiers retournent enfin au large après 43 semaines d'attente. La saison de pêche au homard ne dure plus maintenant que 9 petites semaines. Pour conserver la ressource, les 325 pêcheurs ont accepté de diminuer le nombre de cages par bateau, qui se limite maintenant à 273. Cette année, c'est ma première année capitaine. Je laisse mon père conduire pour la première journée. Ça fait une couple d'années aussi, il avait pas mal tout le temps été à la roue. Enfin, je vais continuer au moins quand il faut les tendre, d'être en arrière. Les homards se déplacent selon certaines variables environnementales, comme la température de l'eau qui dicte les mouvements de l'espèce. OK, Martin! Chaque pêcheur a ses petits secrets, mais en ce début de saison, il faut trouver où sont les plus grandes concentrations. Ça fait une dizaine d'années qu'on a l'ordinateur, ça fait qu'à tous les ans, tu accumules les places qui est mieux que d'autres. Ouais. C'est pas tout le temps pareil. Il fallait une place qui en a une année, puis tu vas là l'année d'après, puis il n'y en a plus. Bravo 22! La pêche commerciale est en déclin partout sur la planète. On estime que 90% des grands poissons ont disparu des océans au cours des dernières décennies, victimes d'une pression de pêche insoutenable. Le Saint-Laurent ne fait donc pas exception. Après l'effondrement des poissons de fond dans les années 90, on a vu une période où les petits poissons pélagiques, comme le hareng, le maquereau, tout ça, ont beaucoup augmenté. Peut-être parce qu'ils avaient moins de prédateurs ou que les conditions environnementales étaient favorables. Mais il y a d'autres prédateurs qui se sont rabattus dessus, sûrement, sans doute les phoques, certains cétacés, et les oiseaux de mer aussi. Et puis les pêcheurs aussi se sont rabattus dessus. Le hareng, le maquereau, c'était surtout important, par exemple, pour fournir de l'appât à d'autres pêches qui montaient beaucoup, comme le homard ou le crabe. La diminution importante des grands poissons a permis à certaines espèces de petits poissons de proliférer. Mais les pêcheurs ont rapidement ciblé ces petits poissons, qui servent maintenant d'appât.
La boîte, ça, c'est beaucoup plus cher pour la peau que ça peut être vendu pour un pêcheur pour la consommation humaine. Tu sais, c'est quelque chose qui ne va pas, là. J'ai de la misère, malgré que je suis un pêcheur et que je respecte tout le monde qui pêche, de dire qu'on détruit nos ressources pour pêcher une autre ressource. On devrait, je suis d'accord, on va au maquereau, pour qu'on pêche le maquereau, on devrait le faire des filets, le vendre le maximum qu'on peut, puis avec les restants, on devrait pouvoir pêcher un autre poisson. Certains pêcheurs ont commencé à utiliser les restes de poissons traités en usine comme appât, ce qui permet des économies importantes aux pêcheurs qui osent modifier les anciennes façons de faire. Mais les mentalités sont parfois difficiles à changer. La boîte alternative, ce sera une solution. Mais c'est pas qu'elle n'est pas là. Elle est là. Ouais. C'est le pêcheur qu'on veut pas. C'est ça. Il y a du monde qui sont mindés qu'à tous les jours, ils mettent une plie, même si la plie est encore bonne. Le homard, c'est un charognard ou bien le crabe, ils vont venir à rentrer dans les casiers. C'est pas vrai qu'ils rentrent pas. On le voit, il y a des gens qui mettent... tu mets rien sur dans la cage au homard, puis à un moment donné, le homard rentre. Le fait de prendre des poissons qu'on pourrait manger pour aller pêcher d'autres poissons, ça reste un choix de société. Il y a une époque où les poissons qu'on mangeait étaient plus gros et finalement les poissons qu'on gardait pour la boîte, de toute façon c'est des poissons dont la consommation humaine n'aurait pas voulu finalement. Maintenant qu'on mange des poissons qui sont de plus en plus petits, on a créé une sorte de compétition entre les poissons pour l'appât et les poissons pour la consommation humaine. Les pêcheurs espèrent toujours le retour d'une pêche commerciale à la morue, mais les 3 différents stocks de l'Atlantique en sont à des stades bien différents de leur rétablissement. Les nouvelles sont plutôt encourageantes pour la population de morues située au large de Terre-Neuve. Contre toute attente, les scientifiques ont observé un retour de la morue au milieu des années 2000. Mais c'est en 2010 que l'impensable se produit. La population explose, passant de 60 000 à 300 000 tonnes. Maintenant, on a 3 situations différentes. La morue du Nord, qui est sur la côte est de Terre-Neuve et du côte du Labrador, elle, les mortaux de mortalité ne sont pas problématiques. Et depuis 7 ans, puis notamment depuis les 3 dernières années, on voit une augmentation de la morue. Puis si on entend parler du retour de la morue, c'est principalement à cet endroit-là, puis c'est un très grand stock. Fait qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont permis de ce côté-là. La morue du Nord du Golfe, la population est relativement stable, mais on observe quand même un signe positif. C'est qu'autour d'Anticosti, ici, à l'époque, il y avait toujours eu de la morue à cet endroit-là. Puis ça fait presque 20 ans qu'on n'avait pas de bonne densité de morue. Puis là, on revoit des densités de morue autour d'Anticosti. Fait que c'est un signe intéressant, mais ça reste que l'ensemble est quand même pas prêt à recevoir une augmentation des pêches commerciales. Dans le cas de la morue du sud du Golfe, on a un taux de mortalité très élevé qui est attribué au phoque gris. Les chances de rétablissement de la morue du sud du golfe du Saint-Laurent sont très faibles. La prolifération exponentielle des populations de phoques gris empêche le retour de la morue. On estime qu'un seul phoque gris mange environ 2 tonnes de poissons par année. Depuis les années 80, 82, 83, on avait peut-être une douzaine de mille phoques gris dans l'ensemble du territoire au complet. Aujourd'hui, on parle de 500 000 et plus. Okay? Les années 90, tu voyais un phoque, 2 phoques ensemble, tu sais, ça se tenait pas trop en groupe, c'était individualiste pas mal. Mais aujourd'hui, tu vois comme on a dit, des rats de phoques, là, ça veut dire qu'il y a des groupes là, de 100, 200, 300 qui chassent ensemble. Puis moi, j'ai vu des endroits où, à l'époque des années 95, il y avait encore de la petite morue, des rassemblements de petites morues, des bonbons. Et les phoques les montaient en surface. T'imagines, quand ils font monter le poisson en surface, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent autour. Ils font la même chose que les marsouins ou d'autres espèces. Puis ils mangent là-dedans. Ils vident complètement le banc. Il y a un gars qui était à Miscou la semaine passée au flétan. Dans une journée et demie, il a perdu 50, 60 flétans de 50 à 100 livres, tout mangé, détruit. Là. Il a dit qu'il y avait une ligne, il y avait 27 flétans dessus, tout détruit. Il vient se gaver dans notre garde-manger. Puis nous autres, les pêcheurs, on n'a pas le droit d'aller pêcher de la morue. On n'a pas le droit d'aller manger du sébasse parce qu'ils disent que le troupeau, le poisson est en voie d'extinction. Ou bien il y a des moratoires dessus. Il n'est pas en voie d'extinction. Il y a des moratoires depuis 25 ans. Mais eux autres, ils ont le droit de se gaver dans notre garde-manger. Le pays qui va nous arriver, c'est la Ronde qui va décider. Je mange du remords. Comme c'est rendu en Nouvelle-Écosse. Et les populations côtières canadiennes vont payer très cher pour ça.
L'augmentation fulgurante des populations de phoques gris risque-t-elle de nuire à la pêche au homard, un des derniers piliers de l'économie locale? Pour les homards qui sont déjà dans les cages, on sait qu'à certains endroits où la concentration de phoques est plus élevée, le phoque va réussir à rentrer puis à prendre le homard. Mais en ce qui concerne la prédation du phoque sur le homard qui n'est pas dans la cage, c'est vraiment anecdotique puis j'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet-là. Là, ça fait déjà 3 ans qu'ils disent qu'on devrait faire un contrôle de la population du phoque gris. On devrait commencer à la faire tout de suite. C'est pour ça que des fois, quand j'entends toutes les histoires de phoques gris, comme en Europe et partout, le monde est en train de les soigner, on dit qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'ils connaissent pas les dommages ou l'intelligence de cet animal-là. C'est comme une meute de chiens, une meute de loups. Quand ils prennent des habitudes, c'est comme... ça se transmet de l'un à l'autre. Plus le nombre est grand, plus ça se transmet. Et à un moment donné, la pêche... moi, j'ai dit ici, là, il va y avoir un problème à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, ils vont enlever un enfant sur la plage. C'est un animal qui naît méchant et il meurt méchant. On n'a pas d'historique de savoir si on contrôlait les phoques, qu'est-ce que ça ferait sur la population. C'est facile à dire que ça pourrait être efficace, mais c'est difficile à trouver une solution. Le phoque gris n'est pas le seul à se servir dans le garde-manger. Des millions de phoques du Groenland visitent le Saint-Laurent chaque printemps. On parle du phoque du Groenland qui disent qu'il s'en va d'extinction, qu'on parle de 8,5 millions présentement. Qu'à chaque année, il y a 1,2 million de nouveaux-nés. Puis, on avait le droit à seulement des quotas de 400 000 têtes qu'on pouvait chasser. Puis, dans les 3 dernières années, on en a chassé 60 000. Ce même phoque-là mange 15 fois plus de poissons que tous les pêcheurs de l'Est du Canada. Dans n'importe quelle réserve écologique, quand il y a un problème de surpopulation, que ce soit le coyote ou le caribou, ce que vous voulez, il y a une chasse qui se fait contrôler. Le gouvernement canadien autorise la chasse aux phoques du Groenland. Mais la pression incessante des groupes écologistes a réussi à faire bannir les produits du phoque en Europe. Chaque année, sur la banquise, la guerre médiatique reprend. Une guerre d'image qui, selon les pêcheurs, a perdu ses repères scientifiques. La pêche au crabe des neiges représente aujourd'hui un des secteurs les plus florissants de l'industrie. Cette pêche lucrative a pourtant été boudée à ses débuts. Les pêcheurs qui ont accepté de miser sur cette ressource ne recevaient presque rien avant que le marché découvre ce crustacé au goût raffiné. Au commencement, le crabe des neiges, bien, il y en a qui ont eu des permis de crabe et ils ne l'ont pas gardé. Ils ont essayé partout ici, sur la Côte-Nord, ça ne marchait pas, ils ont revenu dans la morue, flétant. Fait que... puis il y en a d'autres qui ont resté dedans. Les Japonais ont arrivé dans le crabe, ben là, ça a fleuri. Claude Poirier a vécu l'évolution des marchés. Il entretient aujourd'hui une relation privilégiée avec des clients japonais qui misent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Le crabe, à partir de 1982, les Japonais sont apparus dans le décor, qui a changé complètement la donne de cette pêche. C'est des gens qui sont très critiques sur la façon de faire leur production, que ce soit au niveau de l'emballage, la caractéristique du produit. Il faut dire qu'ils ont toujours des yeux sur place. Quand eux autres mêmes ne sont pas ici, les clients comme tels, ils ont des techniciens qui s'occupent de leur production, même s'il y a un climat de confiance qui s'est fait au fil des ans. Ils sont toujours là pour s'assurer que leurs produits sont comme il faut l'être. Ça, c'est un duel. C'est un crabe qui est destiné pour le marché cru japonais. C'est un crabe vivant, c'est un crabe propre, c'est un crabe rosé. Donc, c'est un crabe impeccable. Il n'a pas de mousse. Il est prêt pour aller au trempage pour le marché japonais cru. Okay. Dans les crabes qu'on a vu passer, là, les derniers crabes de la saison, là, combien ce serait qualifié pour le marché japonais ce matin? Pour le marché cru, je dirais 1%. 1%? Peut-être un crabe ou deux.
c'est toujours fragile, hein, le domaine de la pêche. La morue, qui a été très abondante pendant de longues années, le hareng, le maquereau, c'est pratiquement disparu de notre pêcherie. Le crabe et particulièrement le homard sont à peu près les deux espèces qui restent stables. En cette première journée de remontée des cages, les pêcheurs de homards croisent les doigts. On a des revues des années, donc c'était pas fort les premières journées. Les 50 livres ont commencé la pêche. Là, ces années ici, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ben, avant ça, j'ai pêché, moi, des 50 livres les premières semaines. C'était tout le temps mieux à la fin, au commencement. C'était pas payant. La pression est forte pour Martin, qui en est à sa première année comme capitaine. Les résultats de cette première journée détermineront si les concentrations importantes de homards se situent au large ou près des côtes. Les débuts sont difficiles. Les cages sont pratiquement vides et les homards capturés sont trop petits pour être conservés. Les revenus générés par les quelques homards pêchés ne couvrent même pas les frais déboursés pour les appâts, qui seront de toute façon remplacés. Pas fameux par là. Hein? C'est pas fameux par là. On va dire que c'est juste les premiers. D'autres cages tendues loin au large, même résultat. Le moral des troupes est à la baisse. Le père souhaite le meilleur pour son fils, même s'il sait que l'avenir est incertain. Un petit peu déçu? Oui, déçu, mais faut vivre avec ça. Ça va sûrement monter après. On change de stratégie. On repositionne les casiers plus près de la côte. L'hiver a été particulièrement rude et la température de l'eau demeure froide en ce printemps d'exception. Les homards ont peut-être décidé de chercher une eau plus chaude près des côtes. Un visiteur inattendu. On va se reposer. C'est bien que ça va porter la chance. On va le laisser avec nous autres. Un nouveau membre d'équipage. Oh, putain! Il est à temps. Des fois, t'en prends un bon bout. D'autres fois, il n'y en a pas beaucoup, mais là, c'en aime. L'oiseau, petit oiseau chanceux. 2, 3, 4. Ah. Là, ça fait du bien, hein? Une belle table, ça. Allez, 36. Ça rend de bonne humeur.
Il y a beaucoup de points négatifs dans la pêche ces années ici, mais ça reste le plus beau métier du monde, pareil. 39! 39! La situation du homard dans le Saint-Laurent est bonne en ce moment-ci. Puis quand on parle du Saint-Laurent, on parle du Golfe et une partie de l'estuaire. Et la ressource va bien, est à la hausse partout en ce moment-ci. Une chose qui était caractéristique de la pêche au homard partout en Atlantique avant les années 95-97, dans ces années-là, c'est que la taille minimale de capture, c'était autour de 76 mm. Puis lorsqu'on regarde la biologie du homard, bien, on se rend compte que la taille à laquelle une femelle peut se reproduire est plus élevée que ça. Alors essentiellement, ce qui était pêché, c'était des individus qui n'avaient même pas encore eu le temps de se reproduire. L'une des premières choses qui a été faite, ça a été d'augmenter la taille minimale de capture. Ça s'est fait sur 8 à 10 ans, à coût de 1-2 mm par année. Ça s'est fait en collaboration avec les pêcheurs. Tu as quand même battu le record de ton père. Ouais. 39 dans 7 quarts. Il a fait des bonnes années pareil. Il a fait des bonnes années il n'avait pas de 39, mais il en prenait pareil. Ça veut dire que l'on va encore là. Après des débuts difficiles, la situation s'est nettement améliorée. Les prises de cette première journée sont importantes et les pêcheurs peuvent espérer une autre bonne saison. Un programme de pêche scientifique accorde à certains bateaux le droit de pêcher dans des secteurs bien précis pour permettre aux scientifiques du gouvernement d'évaluer l'état des populations. Mais certains contestent les résultats de ces pêches sentinelles. On voit du poisson. Quand on marche les sondeuses, on connaît le stuff là-dedans. Moi, je dis que le golfe, là, il est très, très bien garni. La morue comme telle, nous, on la voit plus à cause que depuis 3-4 ans, là, tout le monde prend de la morue à partir de la baie des Chaleurs, aller jusqu'à Matane-Rimouski, avec des perfs, des lancers légers. On n'a jamais vu ça avant, puis on n'a jamais pensé que ça pouvait arriver un jour. Il y a 10 ans passés, comment quelqu'un nous aurait dit dans 10 ans, vous allez prendre la morue sur le bord de la mer. Impossible, c'est impossible. Nous autres, on n'a jamais vu ça. On est tout le temps en haute mer prendre la morue. Il y a une étude américaine qui vient de sortir. C'est démontré que dans 10 ans, avec la température qu'il fait à l'heure actuelle, nos morts, ça a déplacé de 43 000 en direction nord. Il y a des États aux États-Unis qui n'ont plus de morts. Puis ici, il y en a beaucoup plus partout. Ça, c'est en Nouvelle-Écosse, à amener à l'île du Prince-Édouard. Si c'est bon pour le homard, ça doit être bon pour les autres espèces. Le pêcheur, c'est lui qui voit les importants changements. Moi, je pêche depuis 10 ans, père indicatrice. Puis je remplis le bateau dans 4-5 jours. Donc, tout le monde dit, hey, il y a du poisson, il y a du poisson. Ben, le biologiste, il dit tout le temps. Non, c'est pas qu'il y a du poisson, il est tout seul, puis il doit être bon pêcheur, puis il est peut-être chanceux. Puis, il n'y a pas d'autre bateau qui dérange. Ben, ça marche pas, là. Pose tout le temps la question au groupe de pêche océan. Pour qui vous voulez garder le poisson? Pour les phoques ou pour les pêcheurs? Si c'est pour les pêcheurs, donnez-nous des quotas, des petits quotas, puis on va les pêcher. La mortalité naturelle à partir de 5 ans est très élevée. Pour les morues qui restent, on voit une distribution qui est axée un peu plus vers les zones un peu plus profondes, des zones où les risques de prédation de morphoguerie sont moins élevés. Puis c'est d'où là les observations, par exemple, de la Gaspésie, qu'on voit des morues en Gaspésie, mais c'est les dernières, on pourrait dire, morues du sud du Golfe qui sont retranchées vers la partie nord de sa distribution. Fait qu'il reste dans ce coin-là, mais ça reste que la population est encore très faible. Puis dès que les poissons arrivent à 5 ans, la mortalité naturelle en zone de phoque est très élevée. On a eu une réunion l'hiver passé où on demandait à ce que le quota, on demandait un quota de morue dans la zone du sud du Golfe de 1500 tonnes, dont 300 tonnes pour les sciences et 1200 tonnes pour les régions côtières. Parce que 1200 tonnes, si tu compares ce qui est mangé on parle de 35 000 tonnes qui est mangé par les phoques gris.
on n'est pas capable d'avoir 1000 tonnes pour les régions côtières pour se nourrir, il y a un problème. Ce qu'on revendique, nous autres, c'est de continuer à pêcher pour montrer que oui, il y a de l'espèce, puis de le faire mieux qu'on le faisait avant. Mais de dire qu'on n'a pas le droit de rien faire, puis qu'avant qu'il y ait une pêche qui soit ouverte, on peut attendre comme que le gouvernement se vie, le pêche océan, 2 ans, on passe à côté de tout. Dès qu'il y a eu un moratoire, c'est sûr qu'on arrivait d'une pêche de jusqu'à 80 000 tonnes. C'est beaucoup de poissons en une année. Par année, là, pendant plusieurs années, il y a eu 50 60 000 tonnes. C'est beaucoup de poissons. Puis là, il y a eu 0 pendant le moratoire. Là, après, on est revenu à 6 000 7 000. Comparativement à 60 000, c'est pas beaucoup, là. Mais c'était trop. On s'en est rendu compte, on l'a essayé plusieurs années à 6 7 000. Puis on a trouvé de refaire un moratoire en 2003. On a encore essayé, puis là, on s'est rendu compte que ça ferait c'est vraiment trop. C'est que ça a pris une quinzaine d'années à se rendre compte. C'est vrai que le stock, il n'est pas facile à se rétablir avec une pression de pêche de 6 7 000 tonnes. Fait que là, on est rendu à 1 500 tonnes. C'est quand même, pour l'ensemble, c'est pas beaucoup. Ça maintient, par exemple, une activité de pêche commerciale le long des côtes de Terre-Neuve, notamment, mais aussi les Gaspésiens vont pêcher dans la zone du nord du Golfe qui comprend Cates et Cap-Hair et Trois-PN. Les pêcheurs ont accès à une pêche, fait qu'ils sont sur l'eau, est minime, mais on pense qu'avec cette petite pêche-là, la morue va pouvoir se rétablir tranquillement, malgré cette pêche. Les pronostics pour le sud du golfe du Saint-Laurent sont plutôt pessimistes. Certains scientifiques avancent même que la morue pourrait disparaître de cette région du golfe. Le sébaste est toutefois en progression et constitue le seul espoir véritable à court terme. Ils ont peur qu'on y aille et qu'on réussisse. C'est ça qu'ils ont peur. Parce que là, il n'y aura pas de défaite à dire il n'y a pas de poisson. Ils ne veulent pas nous donner de quota parce qu'ils savent qu'il y a du poisson, mais ils ne veulent pas ouvrir la pêche. On ne sait pas pourquoi. Les abus d'hier appellent peut-être à une plus grande prudence dans le domaine des pêches. Malgré des divergences d'opinion sur la situation actuelle, des principes de prévention guident les décisions des gestionnaires. Mais une nouvelle menace fait maintenant craindre le pire aux pêcheurs. Le gisement d'hydrocarbures Old Harry, situé au large des îles de la Madeleine, est à cheval sur la frontière disputée entre Québec et Terre-Neuve. On soupçonne des réserves importantes en gaz naturel et en pétrole. Si le potentiel économique demeure hypothétique, les risques environnementaux, eux, sont bien réels. À Ottawa, là, 90 % des demandes qu'ils ont, c'est pour des puits de pétrole. C'est pas des permis de pêche qu'ils veulent. Ça fait 4-5 ans qu'on a eu la puce à l'oreille de ça. Ça nous tracasse. On sait pas vraiment pourquoi, mais je pense qu'ils veulent se garder de la place. Ils veulent pas. Il n'y aura pas plus de monde d'impérial qu'il y en a là. Ça, même s'il y aura du poisson pas mal, je pense que ça va être saturé à tout jamais. Parce qu'ils veulent exploiter. Puis il faut pas qu'il y ait des pêcheurs autour là. Hein. Sinon, ils vont devoir racheter les pêcheurs encore. Ils veulent forer à un endroit dans le golfe. C'est l'entrée du golfe. Tout le poisson pélagique, tout le poisson de fond, tout ce qui circule dans l'eau passe dans ce canal-là. Je me dis, c'est quoi, là, vouloir aller faire un puits dans ce secteur-là? C'est un non-sens. On connaît pas beaucoup les courants. L'expertise au niveau du poisson, c'est probablement nous autres qui a la meilleure. Tu sais, puis on dit, non, c'est pas la place. S'il y a une place dans le monde où on devrait pas faire ça, c'est là. Dernière journée de la saison de pêche au homard. 9 petites semaines pour remplir les coffres et espérer vivre de ses réserves pendant le reste de l'année. Martin a connu une bonne saison. La tradition familiale est entre de bonnes mains. Les mesures de protection mises en place par l'Association des pêcheurs et les scientifiques semblent donner des résultats. Les différentes populations de homards du Saint-Laurent se portent bien et ce secteur des pêches peut espérer une certaine stabilité. Cette femelle couve ses œufs sous son abdomen. Il représente l'avenir de l'espèce et celui des pêcheurs. C'est pour les générations pousseuses, ça, là. Oui. Moi, j'ai lâché l'école à 15 ans. J'ai été 5-6 hivers. On avait des cours de pêche pour être capitaine.
classe 4 qu'on appelle. Si mon métier est mort, ben, j'ai comme pas de sortie de secours pareil. C'est tout là-dedans. C'est pour ça que je crois mes enfants au moins avoir une meilleure porte de sortie que moi. Peut-être juste aller aux études puis avoir un autre métier de secours. S'ils veulent le faire, ils vont le faire, mais au moins il y aura une porte de sortie. Ça a super bien été. On va pas demander mieux, radio monte, puis le prix était bon. Oui, ça fallait bien, un bon prix. Pour une première année, c'était important. Oui, super. Quand le mois fini, on dirait que c'est quasiment un deuil. Ouais, hein? Dans les beaux bateaux et tout ça, on peut pas y aller beaucoup. La conclusion de la saison de pêche au homard sonne la fin de la plupart des activités de pêche aux îles de la Madeleine. La relève est là, mais la ressource ne permet pas pour le moment d'envisager un avenir prometteur pour les jeunes dans la pêche commerciale aux poissons de fond. C'est difficile de garder le monde de la pêche aujourd'hui. Faut pas juste qu'ils pêchent 9-10 semaines pour se qualifier pour le chômage. Il faut qu'ils peuvent avoir l'espoir de vivre au moins 4-5 mois par année. L'avenir, comme je vous dis, c'est prometteur, très prometteur. Moi, j'y crois à 100 000 à l'heure là, pour surtout le poisson de fond. Nous, ça nous coule les veines, ça, la morue. Là. On s'est mis au monde avec ça. Je suis sûr que ça va revenir faire une pêche principale là-dedans. On ne fera pas la même erreur 2 fois où vous enseignez un papier. On veut augmenter le stock. Il y a une pêche commerciale présentement de 1500 tonnes, mais on la garde faible tant et aussi longtemps que le stock n'a pas remonté, parce que tout le monde a le même objectif, c'est d'augmenter le stock de poissons. À court terme, pour la morue du sud de golfe, les espoirs sont très faibles. Aujourd'hui, quand tu regardes les quantités de poissons qui sont dans l'eau, c'est pas des quantités astronomiques, sauf que pour nourrir le peuple, je pense qu'il y a lieu de le faire. De garder l'expertise, il y a lieu de le faire. Puis je pense que l'expérience qu'on a pris, on a fait des erreurs, c'est vrai, parce que ça se faisait comme ça. Mais je me dis, on est capable de démontrer qu'il y a moyen de faire mieux aujourd'hui, puis que les autres continuent à faire ce que c'est qu'on a fait. Je pense que c'est ça la vraie valeur de notre milieu. Les pêcheurs d'expérience sont inquiets. L'expertise dans la pêche aux poissons de fond risque de se perdre si les jeunes de la relève n'ont accès qu'à la pêche au homard. Toi, c'était ta 2e saison? Oui, ma 2e saison en tant que capitaine. J'ai acheté mon bateau à 20 ans. J'ai pêché ma première année à 20 ans, puis cette année, ma 2e année à 21. Il y a quand même beaucoup de relèves, là, on dirait de plus en plus. C'est là, je sais que pour l'année qui s'en vient, ça devrait être tourné pas loin du 10 personnes là, qui va suivre la formation de 3 ans du DEP en pêche. Ça fait que c'est quand même intéressant de voir qu'il y a encore des jeunes aux îles qui veulent rester aux îles et faire la pêche. J'adore ça. J'ai pas de misère à me lever le matin parce que j'aime ça me lever pour aller travailler. J'appelle pas ça un travail, c'est du plaisir. Puis c'est sûr que c'est de la concentration, on va essayer de trouver le plus de moments possible, mais non, quand je suis au large puis je regarde la terre, je suis vraiment content. La relève est là, mais elle devra tirer des leçons du passé pour développer une nouvelle pêche responsable et durable. L'histoire a montré qu'il faut se méfier des prospérités de passage. Aujourd'hui, une mentalité nouvelle s'installe progressivement et dicte peu à peu des règles de prévention qui n'existaient pas auparavant. Si la pêche a été au cœur du peuplement de ce pays, l'exode des jeunes vers les grands centres représente maintenant une menace pour l'avenir des communautés qui dépendent, elles aussi, du Saint-Laurent pour leur survie. Le Saint-Laurent, que la génération nouvelle de pêcheurs continue d'appeler mère. Après des temps de tempête, la douceur des promesses de protection et de conservation pour demain semble vouloir s'élever au-dessus des sombres brumes du passé. Leurs paroles sont porteuses d'espoir, et l'écho du large doit maintenant les répéter pour ne jamais oublier.